Et si l'avenir d'un pays dépendait d'un tas de pneus oubliés? Cela semble insensé, et pourtant. Là où d'autres ne voyaient que déchets et nuisances, certains ont vu une chance de survie. Imaginez une terre où la poussière est plus abondante que l'eau, où chaque lever de soleil n'est pas un simple spectacle, mais le début d'une nouvelle lutte. Au Burkina Faso, la sécheresse n'est pas une rumeur. Elle dévore les récoltes, assèche les puits, bouleverse des vies chaque année. Ici, l'eau choisit. Qui restera, qui devra partir, qui tiendra jusqu'à demain. Pour des millions de familles, chaque goutte devient précieuse, chaque matin un combat. Prenez l'exemple du village de Tambalé, perdu dans le Sahel. Jadis, les habitants passaient 5 heures par jour à marcher, bidon vide en main, sous un soleil de plomb, simplement pour trouver une eau trouble, souvent source de maladies. Les champs, jadis verts, se sont transformés en poussière. Les arbres, jadis refuges sous leur ombre, ont perdu leurs feuilles et leurs promesses. Mais ce n'est pas un cas isolé. Selon l'ONU, 7 personnes sur 10 dans le Sahel burkinabé n'ont pas accès à une eau propre, stable et sûre. Les rivières, asséchées presque toute l'année, laissent les cultures s'éteindre. Les enfants, eux, marchent chaque jour, bidon vide à la main, rêvant d'un simple verre d'eau fraîche. La sécheresse n'est pas une catastrophe occasionnelle, c'est la trame de la vie quotidienne. Les villages vivent au rythme de la pénurie. Les récoltes s'effondrent, les puits s'assèchent, la soif s'impose. L'incertitude creuse la pauvreté et la résilience s'épuise. Mais une autre menace avance, silencieuse. Des millions de pneus abandonnés tapissent les sols du Sahel. Vestiges toxiques venus d'ailleurs, ils contaminent la terre, piègent l'eau rare, étouffent les espoirs. Ils sont là, lourds d'inertie, symboles d'un fardeau imposé et jamais digéré. Ces pneus, rejetés par l'industrie automobile occidentale, font des montagnes noires à l'horizon. Leur caoutchouc, sous la chaleur, libère des toxines qui s'insinuent dans le sol et polluent les quelques nappes phréatiques restantes. Dans cette urgence, la dépendance à l'aide étrangère est devenue la norme. L'expertise, les biens, les promesses arrivent du Nord, jamais d'ici. L'attente paralyse la volonté locale, enferme les communautés dans une routine de besoins, de rêves suspendus. C'est le même piège qui, dans les années 70, a figé l'Éthiopie dans la famine, dépendante des convois humanitaires, alors qu'un potentiel immense sommeillait dans les mains de sa jeunesse. Maintenir ce statu quo, c'est condamner des millions de vies à la misère, à la maladie et à la fuite des espoirs. La précarité se fige en horizon, et la marge de manœuvre s'efface jour après jour. L'histoire récente du Zimbabwe ou du Soudan du Sud illustre à quel point une population privée d'autonomie se retrouve prisonnière du cercle vicieux de la dépendance et de la résignation. Mais au cœur de cette impasse, une idée inattendue a surgi. Et si les pneus, symboles de pollution et d'abandon, devenaient l'arme secrète contre la soif? 35 ans, un président face à un choix crucial, la dette étrangère ou les déchets locaux. Ibrahim Traoré ose l'impensable. Plutôt que de solliciter l'aide extérieure, il décide de miser sur ce que le Burkina Faso possède en abondance. Des montagnes de pneus usés, vestiges de pollution, mais aussi graines d'une autonomie à inventer. Son pari? Transformer ce symbole d'échec en rempart contre la soif. Bâtir des réservoirs solides, faits de pneus, pour recueillir et conserver l'eau. Face au doute, il a entraîné tout un pays dans cette aventure risquée. Car l'enjeu est immense. Si cette idée échoue, c'est la disparition de villages entiers. Mais si elle réussit, un continent tout entier pourrait s'en inspirer et écrire son propre avenir. Pour comprendre ce virage, il faut remonter à l'origine de la crise. Qu'est-ce qui a poussé un peuple à tout miser sur l'impossible? Dans le Sahel, brûlé par le soleil, une ressource disparaît chaque jour un peu plus, l'eau. Mais pendant que la sécheresse ronge la terre, des montagnes de pneus usés s'accumulent, noircissant l'horizon. Parfois, il suffit d'un regard neuf pour transformer un problème en opportunité. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'un peuple se tourne vers ses propres ressources pour survivre. Au Japon, après la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction s'est appuyée sur la récupération de chaque matériau disponible, du bambou au tôle rouillé. En Haïti, après le tremblement de terre de 2010, des communautés ont bâti des abris à partir de débris, refusant la fatalité. Ici, au Burkina Faso, c'est avec les pneus que tout commence. Mais comment transformer ce que d'autres considèrent comme inutile en instrument de survie? Ibrahim Traoré refuse d'attendre le salut d'ailleurs. Il rassemble ingénieurs, ouvriers, étudiants. Une énergie nouvelle circule. Dans les ateliers et sur les campus, le savoir-faire local s'organise, se réinvente. Ici, chaque main compte, chaque idée vaut de l'or.
La première étape fut la collecte. Les pneus accumulés dans les décharges, le long des routes, dans les arrière-cours des garages, sont récupérés par des brigades de jeunes volontaires. Cette mobilisation rappelle celle des Brigades vertes au Rwanda, qui avaient, dans les années 90, transformé des collines érodées en champs verdoyants grâce à l'action collective. Une fois les pneus rassemblés, il faut les nettoyer, les trier, éliminer les résidus toxiques. Les ingénieurs conçoivent ensuite une architecture modulaire. Chaque pneu devient une brique, chaque couche un engagement. L'ensemble est renforcé par de la terre battue, du sable local, parfois même des fibres végétales tressées, pour augmenter la solidité. À chaque étape, la participation des villageois est essentielle. Ils apprennent, ils adaptent, ils inventent. On assemble les pneus selon une technique en quinconce inspirée des murets traditionnels pour garantir la stabilité. Une membrane imperméable, confectionnée à partir de bâches recyclées et de tissus locaux, tapisse l'intérieur du réservoir. On ajoute des couches successives de pneus remplis de terre compactée, puis on scelle le tout avec un mélange de chaux et de sable, une recette ancestrale transmise par les anciens du village. Capables de contenir plusieurs dizaines de milliers de litres d'eau, ces réservoirs pourraient bien changer la donne. Leur conception modulaire permet de les agrandir ou de les réparer facilement, avec des matériaux accessibles sur place. Cette flexibilité rappelle le génie des igloos inuits ou des fours solaires mexicains, où l'adaptation aux conditions extrêmes est la clé de la survie. Mais l'incertitude demeure. Dans les villages, dans les bureaux des ministères, à l'étranger, on s'interroge. Peut-on vraiment confier la sécurité hydrique d'un pays au rebut de la société ? Sous le soleil implacable du Sahel, ces constructions tiendront-elles ? Le scepticisme s'installe, souvent accompagné de sarcasme. Beaucoup jugent ce pari insensé, voué à l'échec. On se souvient des critiques contre les premiers barrages en terre du Mali ou les écoles en bouteilles recyclées du Guatemala. Pourtant, parfois, c'est l'audace qui fait la différence. Ibrahim Traoré connaît les risques. Si le projet échoue, c'est sa crédibilité et l'espoir d'un peuple qui s'effondre. Mais s'il réussit, le Burkina Faso prouvera que la dignité se construit, même avec ce que d'autres dédaignent. Les premiers réservoirs sont terminés. Bientôt, les habitants vont découvrir une réalité qui pourrait tout bouleverser. Mais une question demeure. Ces réservoirs tiendront-ils face à la sécheresse ? Le test crucial approche et tout le pays retient son souffle. Un simple réservoir, façonné à partir de vieux pneus, peut-il vraiment bouleverser un pays entier ? Au Burkina Faso, la réponse est éclatante et dépasse toute attente. Ce premier réservoir, construit à Tambalé, alimente aujourd'hui bien plus de 10 000 personnes. Les champs autrefois desséchés renaissent, les récoltes reviennent. L'eau propre fait reculer brutalement les maladies qui, hier encore, décimaient dans les familles. Pour la première fois depuis des générations, les enfants n'ont plus à marcher des heures sous le soleil pour trouver de l'eau. Les filles, surtout, échappent enfin à cette corvée qui barrait leur avenir et reprennent le chemin de l'école. Un matin, Aïssata, 12 ans, a pu accompagner ses amis en classe au lieu de parcourir la savane à la recherche d'un puits. Son sourire, c'est la victoire de l'ingéniosité sur la fatalité. Un souffle neuf traverse la région. Les marchés s'animent, les petits commerces repartent, les villages retrouvent espoir. Bientôt, dans les localités voisines, la rumeur enfle, chacun veut son propre réservoir. La vague de changement est irrésistible. Mais ce n'est pas qu'une histoire d'eau. Les habitants, fiers de leur œuvre, découvrent des forces insoupçonnées. Désormais, ils construisent leur avenir sans attendre l'aide d'ONG ou d'un argent venu d'ailleurs. Pour la première fois, ils sentent la maîtrise et la dignité leur revenir. Le modèle intrigue au-delà du Burkina Faso. D'autres pays africains observent, curieux. Le Niger, la Mauritanie, voire le Mali, envoient des délégations pour comprendre la méthode. Les ONG, elles, hésitent. Comment accepter qu'une solution locale puisse réussir là où leur méthode échouent ? Même la Chine, habituée à exporter ses projets, y voit une idée à surveiller. Le choix devient limpide. Ou bien l'Afrique façonne sa destinée avec ses propres mains, ou bien elle reste prisonnière de solutions imposées. La réussite burkinabé prouve que l'innovation n'a besoin d'aucun passeport. Mais rien n'est gravé dans le marbre. La route vers l'autonomie n'est jamais sans obstacle ni résistance. Ce réservoir n'est pas seulement un outil, c'est un manifeste d'indépendance. Chaque pneu assemblé porte le sceau d'une volonté africaine de s'affranchir des limites imposées. Aujourd'hui, le projet symbolise la résilience, l'autonomie et l'audace du Burkina Faso. Là où d'autres voyaient Bampan des rebuts, le pays a perçu une chance de tracer sa propre voie, sans attendre de main tendue venue d'ailleurs.
En quelques années, des centaines de milliers d'Africains ont obtenu un accès vital à l'eau grâce à cette idée ingénieuse. Les jeunes, galvanisés par la réussite, dupliquent le modèle dans de nouvelles régions. L'ingéniosité locale, autrefois sous-estimée, s'impose désormais comme moteur de changement. La communauté internationale observe, fascinée. Certains parlent d'une révolution silencieuse. Mais des interrogations subsistent. La solution résistera-t-elle au temps ? Peut-on vraiment parler d'indépendance si les matériaux proviennent encore de l'extérieur, même sous forme de déchets ? Le débat reste ouvert, mais l'impact immédiat saute aux yeux. Pour Ibrahim Traoré, ce projet dépasse la gestion de l'eau. Il incarne une conviction profonde. Nos mains façonnent l'histoire. Un appel à croire au pouvoir du collectif, même face à l'adversité. Le vrai défi, désormais, c'est de ne pas retomber dans l'attente passive. Saisir l'esprit bâtisseur ou, au contraire, voir s'éroder ce souffle d'espoir. C'est tout un système de pensée qui vacille, un tournant décisif pour l'Afrique et pour le monde. Mais le changement véritable ne se limite pas à une invention. Tout dépendra de la capacité de chacun à s'emparer de cette dynamique. Regardez les exemples ailleurs dans le monde. En Inde, la construction de toilettes sèches dans les villages a libéré des millions de femmes du joug de l'insalubrité. Au Brésil, la récupération des eaux de pluie a transformé la vie de communautés entières dans la région semi-aride du Nord-Est. Partout où l'on ose réinventer les usages du quotidien, on ouvre une brèche vers le progrès. Et si le prochain grand projet de votre vie se cachait déjà, déguisé en problème du quotidien ? Et si derrière chaque déchet sommeillait une promesse d'avenir ? L'histoire du Burkina Faso le prouve. L'impossible recule devant celles et ceux qui osent réinventer le monde avec ce qu'ils ont sous la main. Face à la sécheresse, beaucoup auraient attendu l'aide venue d'ailleurs ou cédé à la résignation. Mais là-bas, au cœur de la pénurie, certains ont changé de regard. Les pneus abandonnés, symboles de pollution et de blocage, sont devenus le point de départ d'une nouvelle autonomie. Ce choix, nous pouvons tous le faire, voir dans l'adversité un mur infranchissable ou y découvrir le potentiel d'un bouleversement discret. Il ne s'agit plus de se contenter du peu, mais de transformer le manque en moteur d'ingéniosité. La résilience collective prend naissance quand tout un peuple ose imaginer, fabriquer, bâtir avec ce que d'autres considèrent comme inutile. Imaginez un instant, chaque village, chaque quartier, chaque communauté du monde décidant de donner une seconde vie à ses propres déchets, qu'il s'agisse de matériaux, d'idées oubliées ou de talents inexploités. L'innovation n'est pas une question de richesse ni de technologie, mais de courage et de regard neuf. C'est ce regard qui a permis à des villages entiers de retrouver l'eau, la dignité et l'espoir. Aujourd'hui, c'est à vous de choisir. Continuer à voir des déchets ou imaginer des solutions. Subir la pénurie ou construire votre autonomie. Personne ne viendra écrire votre histoire à votre place. Pourquoi ne pas la réinventer vous-même ? L'avenir appartient à celles et ceux qui transforment les problèmes en invitations à créer. Par quoi allez-vous commencer ? Pour agir, rien de plus simple. Commencez par regarder autour de vous. Quels matériaux sont négligés dans votre environnement ? Quels besoins essentiels ne sont pas satisfaits dans votre communauté ? Réunissez des voisins, des amis, des collègues. Faites l'inventaire des ressources locales, mobilisez des idées, lancez un atelier créatif. L'histoire de ces réservoirs en pneus n'est pas qu'une fable africaine. C'est une leçon universelle. Dans les années 2000, à Bogota, en Colombie, des quartiers entiers ont été bâtis à partir de briques faites de bouteilles en plastique, redonnant espoir à des familles déplacées. Au Maroc, des agriculteurs ont inventé des pompes à eau actionnées par des vélos désossés, offrant l'irrigation là où le réseau électrique n'existe pas. Chacun, à son échelle, peut initier le changement. Il suffit d'un regard neuf, d'un peu de ténacité et d'une confiance retrouvée dans la puissance du collectif. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un objet abandonné, posez-vous la question : et si c'était le point de départ d'une révolution silencieuse ? Le Burkina Faso a montré la voie. À qui le tour ?